Pierre Comte, bonjour, bienvenue au Buzz TDF Le Figaro, ravi de vous accueillir dans ce studio. Vous êtes le country manager de WPP en France. Alors WPP, c'est le plus grand groupe de publicité au monde. En France, c'est le numéro 3 ou 4, vous nous direz, c'est 60 sociétés, dont Groupe M que vous dirigez, KR Media, Mindshare. Du côté création, c'est Ogilvy, c'est Young et Rubicam, Gray, J. Walter Thompson. Voilà, donc le monde de la communication bouge très vite en ce moment, hein, puisque il y a cette révolution numérique qui oblige à faire des choix. On a vu que Havas a regroupé toutes ces entités au sein d'une seule et même entité qui fait l'achat média et la création. Publicis devient une sorte de société technologique. Chez vous, Ogilvy a réuni sa dizaine d'agences en une seule. Est-ce que, effectivement, après des années où on a comme ça créé des petites sociétés, est-ce qu'il faut se regrouper et pourquoi ? Alors la première chose, c'est un mot sur WPP. WPP, c'est le leader mondial de loin des métiers du marketing et de la communication. Et donc, effectivement, à l'intérieur de WPP, il y a tous les métiers, qui sont plus importants finalement que les entreprises elles-mêmes. Le métier de la publicité, le métier du média, du digital, du design, le métier du data management, des études, des métiers extrêmement spécialisés sur la santé. Voilà. Et donc, cette richesse, aujourd'hui, elle doit pouvoir être mise à contribution du service de nos clients. Mais il y a un mot qui me paraît très important, c'est le mot sur-mesure. Je vais y revenir. Donc effectivement, les mouvements qu'on a eus, vous me permettrez de moins commenter ceux de nos petits concurrents ou de nos grands concurrents. Mais commentez les vôtres, Ogilvy, c'est regroupé. Et vous faites votre travail de country manager, c'est de faire travailler toutes les entités de WPP en France. Un mot d'abord sur Ogilvy, parce que le projet d'Ogilvy est un projet mondial. Alors qui est réalisé, c'est important, localement par sa présidente Nathalie Rastoin, mais c'est un projet mondial d'intégration d'Ogilvy. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'Ogilvy est le réseau le plus titré du point de vue créatif depuis longtemps. Et donc là, on a une entité d'essence créative qui a décidé de consolider tous ces moyens. Je pense que c'est un sens de l'histoire, on le voit dans les autres groupes. Chacun a son traitement à cette réponse. C'est un sens de l'histoire qui est sans doute cimenté par le sujet data, qui aujourd'hui alimente aussi bien la création que le média, que d'ailleurs ce qu'on appellerait le trade, c'est-à-dire les activations commerciales. Et donc c'est difficile d'avoir plein de prestataires différents avec une seule unité. C'est une volonté des annonceurs, mais il y a aussi une volonté de simplification, d'usage simple, de guichet unique. Et là, il faut entendre nos clients quand on vient leur proposer des choses. Et donc, c'est l'exact inverse du catalogue. Ouais. On est dans le pays de la haute couture. Ouais. C'est du sur-mesure. Parler, beaucoup, échanger avec le client et répondre avec une solution ad hoc pour lui. Le fait de regrouper ces forces, ce n'est pas aussi un signe face aux géants qui sont très forts, les Facebook, les Google, voire même les géants de l'informatique qui viennent avec leur capacité à traiter les datas du côté de la communication ? Un mot d'abord sur les méthodes, parce que finalement la méthode WPP, je la qualifierais de pragmatique, ce qui est très anglais par ailleurs. Oui. C'est-à-dire on a développé des client leaders, il y a une 50aine de client leaders dans le monde, donc qui dirigent des grands clients. Tout n'est pas complètement intégré, on a des offres complètement intégrées pour Ford, pour Colgate, mais ce n'est pas le cas partout. Et puis depuis plus récemment, il y a des country managers, donc le job est de fluidifier les choses, d'animer les différentes entreprises pour proposer des solutions sur mesure. Mais vous avez raison, le sujet en fait, Google et Facebook ont installé un espèce de nouvel étalon, de... Qui est un guichet unique. De la puissance. D'abord, avant de parler de guichet unique, ça en est un à peu près, mais en tout cas, c'est un nouvel étalon de la puissance, un nouvel étalon de la data. Et c'est presque par rapport à ces deux nouveaux astres que tout le monde se repositionne. Les grands groupes médias, sans doute vers une consolidation, les grands groupes de communication. Notre patron pense que la consolidation va sans doute continuer. Et puis, de l'autre côté, ne les oublions pas, c'est grâce à eux que tout ça vit, les grands annonceurs, les grands clients, qui s'organisent par rapport à ce sujet-là. Mais alors justement, les annonceurs semblent aujourd'hui totalement obsédés par la possibilité de pouvoir cibler
leurs clients et personnaliser les messages publicitaires. Est-ce que c'est vraiment la fin des grandes campagnes d'image? Est-ce que c'est la fin de la créativité? Est-ce que les datas vont tuer la créativité? Les datas, elles sont un moyen. Les datas, elles sont au service, ce qui est au service, et y compris, c'est ça qu'on commence à voir, au service de la créativité. Ce ne sont pas les datas qui vont faire la créativité, mais elles alimentent la compréhension initiale, ce qu'on appelle dans notre jargon les insights. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur cette marque? Sans cette bonne compréhension, ce qui est l'apanage de nos groupes. L'apanage de nos groupes, hier on disait la création, on dirait peut-être aujourd'hui le contenu, mais en fait c'est l'idée créative. Oui. Elle a beaucoup plus de chance. Mais si on la cible, si on la personnalise, il ne peut pas y avoir 200 idées créatives. Vous mélangez deux utilisations de la data. Il y a une data d'amont qui est une data que je qualifierais stratégique, qui aide à mieux comprendre quels sont les sujets, quels sont les rapports des consommateurs, et qui donc alimente des gens. Et notre métier, c'est bien de trouver l'idée, la création ou le contenu adéquat. Et puis après, il y a une data de l'activation où on peut effectivement cibler de façon très différente. Oui. Mais pourquoi est-ce que les clients aujourd'hui recherchent une intégration? Parce qu'on peut avoir différents messages, évidemment, mais ça doit être fondamentalement la même idée, ou sinon il n'y a plus de cohérence. D'accord, c'est la même idée déclinée différemment, c'est ça. Alors vous citiez votre patron, c'est Sir Martin Sorrell, bien connu dans le monde de la publicité. Il a l'habitude de dire « j'ai deux cauchemars, le Japon et j'allais dire Paris, la France ». Parce qu'en France, il y a le duopole Publicis-Havas, WPP, je le répète, numéro 1 mondial, numéro 3 ou 4 français? Sans doute 3. Sans doute 3. Sans doute 3 français. Très difficile de jouer sa partition dans le marché français. Vous disiez que Sir Martin Sorrell disait qu'il y avait de plus en plus de concentration. Donc c'est normal qu'il y ait deux groupes importants en France. D'abord, ce n'est pas à nous de juger si c'est normal ou pas normal. C'est un fait. Il y a deux des 6 premières entreprises mondiales qui sont françaises et qui sont à Paris, de la même façon qu'au Japon, il y a Dentsu. Et donc, il y a une spécificité locale dans notre pays. Le sujet n'est pas du tout de dénoncer ça. Le sujet est de faire comprendre sur notre marché national, dans ce contexte, quels sont les intérêts de WPP. L'intérêt premier de WPP, c'est qu'on vous dit, si vous avez un projet mondial, on est sans doute bien placé pour vous accompagner aux États-Unis, en Chine, au Brésil, mais aussi en Inde, en Iran, à Cuba, qui vont devenir aujourd'hui des business pour les blue chips françaises qui veulent se développer. Donc, vulgairement, nous faisons avec Publicis et Havas à Paris, mais il y a une obligation qui est de nous organiser. Si effectivement nous y allons en ordre totalement dispersé avec nos 53 petites entreprises, vous aurez moins de possibilités de peser ça va être difficile, mais je suis très optimiste sur le fait que notre organisation et notre collectif fassent passer ces avantages. Alors vous êtes country manager, j'avais dit WPP, vous nous avez dit l'organisation c'est primordial. C'est quoi les deux grands sujets pour vous dans le marché actuellement? On a une obsession. Aujourd'hui, WPP, Groupe M, Groupe M, c'est le bras armé des médias de WPP, leader mondial. On gère à peu près 1 $ sur 3 dans le monde investi dans les médias. On a une obsession en ce moment, c'est la sécurité des investissements sur le digital. Sous ce label, c'est encore le Far West, il faut le dire. Les outils de mesure ne sont pas encore tout à fait bons. On ne sait pas très bien où vont les messages. Il y a beaucoup d'items là-dedans. Il y a des items de transparence qui ont été évoqués. Il y a des items de ce qu'on appelle dans notre jargon de viewability, c'est-à-dire d'un contrôle tiers des audiences qui sont vendues. Il y a des items de sécurité de marque, c'est-à-dire de s'assurer que les messages ne tombent pas dans des contextes dégradants, et d'ailleurs qui devraient être absolument interdits pour la qualité des marques et plus globalement pour la responsabilité des éditeurs, c'est un autre sujet. Des sujets de privacy, de respect de la privacy, attention à ne pas casser le jouet avec la data, de faire n'importe quoi, et puis des sujets de fraude, toute une galaxie de problèmes. On a créé chez Groupe M un job, je pense qu'on est les seuls, de quality manager, et donc il y a un patron, tout Groupe M monde, qui surveille ce sujet-là. Au passage, c'est évidemment un sujet Groupe M et WPP, c'est évidemment un sujet de place. Oui. Vous savez qu'on travaille en ce moment, si on revient en France, avec l'UDA, l'UDECAM, le SRI, l'IAB, à créer un label qualité qui soit un petit peu un... Et ça résoudrait une grande partie des problèmes, c'est-à-dire un environnement de qualité, brand safety, c'est ce qu'on appelle,
la qualité, c'est la bonne mesure, c'est ça? Il n'y a pas que le brand safety, il y a aussi les mesures contrôlées par des tiers, des garanties sur la non-fraude, des garanties sur les politiques de cookies. Donc il y a tout un ensemble qui est en fait du voyager sûr. C'est ça qu'on doit dire. Nous sommes responsables de l'efficacité, mais aussi de la qualité du voyage des messages de nos clients dans l'univers digital. L'Europe est en train de plancher sur un projet pour enlever les cookies, c'est-à-dire les cookies sont acceptés aujourd'hui, il faudrait faire de l'opt-in. Quelle est votre position là-dessus? C'est dangereux ou pas dangereux? On a une position technique et une position que je qualifierais un peu philosophique. La technique, c'est qu'on pense qu'on va passer très très vite de toute façon du marketing de cookies au marketing de l'ID. Oui. Donc c'est le sens de notre nouvelle proposition data qui s'appelle M-Platform, qui est une proposition mondiale, donc on fait un espèce de saut générationnel. Le deuxième sujet, c'est que tout le monde est conscient, tous les gens sont responsables, et des groupes comme le nôtre, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec la data et avec la privacy. Donc il faut faire attention à ce que ces décisions de Bruxelles ne tuent pas le marketing qui s'est développé, mais il faut aussi veiller à l'intérieur de cette sphère à ce que les excès ne continuent pas. Quand vous dites que vous passez du cookie à l'ID, il y a aussi un problème de privacy on aura le même sujet. Je pense que ce qui est aura toujours le même sujet. Je pense que ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience, de responsabilité collective, à la fois des pouvoirs publics, qui sont toujours, ils ont du mal à suivre la vitesse du marché, ils arrivent toujours avec des annonceurs qui sont très responsables, responsables au sens éthique sur ces sujets-là, des groupes comme les nôtres de communication et des médias. Au passage, ça passe absolument par un dialogue interprofessionnel, local et global, mondial, presque continu, parce que ça bouge tellement vite qu'il faut tout le temps être en dialogue. Vous venez de succéder à Jean-Luc Chétrit à la tête de l'UDECAM. L'UDECAM, c'est l'organisme qui regroupe toutes les agences médias. Alors, en France, avant de vous passer la main, il avait un peu signalé, poussé un coup de gueule contre la mainmise de Facebook et de Google qui, selon les chiffres du SRI, de l'UDECAM et de l'UDA, détiennent à eux seuls 68% du marché digital en France. Alors, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus performants? C'est parce que les agences médias ne font pas leur boulot? Ou c'est parce que les annonceurs sont absolument obsédés par le ciblage? Aujourd'hui, il est inconcevable pour un annonceur de ne pas utiliser de façon stratégique les deux plateformes que vous avez citées dans leur plan marketing. Parce qu'elles amènent des avantages, des datas, du service, de la puissance. C'est fantastique et c'est évidemment un grand point d'efficacité pour les clients. On a un sujet général aujourd'hui qui se pose d'équilibre de l'écosystème, et notamment de l'écosystème média. Au-delà des 68% de parts de marché qu'avait cité Jean-Luc Chétrit, qui d'ailleurs a fait un travail extraordinaire à l'UDECAM, moi je suis surtout frappé par cette dernière année. Aux États-Unis, 99% de la progression des investissements digitaux l'année dernière sont allés uniquement sur ces deux entreprises. C'est-à-dire qu'il reste 1% pour des petites entreprises façon Snapchat, qui est quand même un événement majeur, pour toute la transformation digitale des médias et pour tout le reste. Donc on a un sujet d'équilibre auquel il faut veiller en responsabilité. Et je crois que c'est un sujet qu'on doit aborder. D'ailleurs, nous sommes entendus progressivement sur la viabilité. Il y a eu des avancées incontestables. Mais pardon, Facebook, est-ce que ça va se résoudre par un dialogue avec les annonceurs en leur disant ne mettez pas tous les œufs dans le même panier? Est-ce que ça va se résoudre avec les autorités antitrust en disant écoutez, il y a manifestement position dominante, peut-être pas abus, mais position dominante. Ça va se résoudre comment? Écoutez, nous, je vais rester dans ma sphère d'agence média ou de groupe de communication. On a deux points pour nous sur lesquels nous pouvons vraiment agir. Le premier, qui est notre métier, c'est l'équité statistique. Nous demandons à ce que vendent ces sociétés ou d'autres nouvelles sociétés du digital acceptent le contrôle tiers sur ce qu'elles vendent. Voilà, ça c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est, on parlait de brand safety tout à l'heure, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une équité des publishers? Aujourd'hui, tous les grands médias ont la responsabilité
sur le contenu qu'ils diffusent. On pourrait se poser la question de savoir si ces plateformes ne devraient pas avoir une forme de responsabilité sur les contenus qu'on peut trouver. Je pense que sans aller vers ça, on aura beaucoup de mal avec beaucoup d'obligations d'un côté. Oui, voilà, c'est ça. Et donc on n'est pas équitable. Après, les sujets de privacy, les sujets fiscaux, et j'ai envie de dire même les sujets de concurrence ne relèvent pas de notre propos aujourd'hui. Les deux premiers sont totalement dans notre sphère. Donc vous appelez à une responsabilité des plateformes de publicité, c'est ça? Je pense qu'aujourd'hui, tous ensemble autour d'une table, et notamment ces deux plateformes, on doit discuter pour s'assurer qu'il y ait une équité du marché, l'équité étant le synonyme de l'équilibre et du maintien d'un écosystème média pluriel. Parfait, Pierre Comte, je vous remercie et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouveau invité. Merci Enguerrand.